Tu as trop dit, mais bon. Non, mais je vais commencer par réagir à ce que je viens d'entendre. À un moment donné, je me suis demandé si je ne me retrouve pas à côté de Cardaigne dans un grand meeting à Lisbonne. ou un autre dans un grand congrès, je crois que c'était le 30e de la CIO d'Allemagne à Essen, parce que vraiment j'avais l'impression que le Cardaigne était à côté de moi là. Mais ceci pour dire que c'est vrai. Alors on m'a demandé de témoigner. Bon, moi j'ai commencé la JOC en 1951 comme un jeune travailleur de 17 ans qui n'avait pas trouvé. J'ai fait un brevet, un CAP employé de bureau, il n'y avait pas de boulot à Saverne, Marmoutier, où j'habitais, et j'ai dû aller à Metz parce qu'à Metz, j'ai trouvé un boulot à Metz, 150 km. C'est comme ça que j'ai dû être hébergé dans un foyer de jeunes travailleurs. Oui, j'ai pas la voix de Walter, mais bon, je ne sais pas si on a besoin du micro ou pas. Bon, sinon, je vais bien le prendre. Mais il marche, hein? Oui. Bon, oui, alors donc, j'ai atterri à Metz, dans un foyer de jeunes travailleurs, où je prenais mes repas et à midi et le soir. Le petit déjeuner, on avait un coin dans le foyer pour se le faire ensemble, quand on avait le temps. Et donc, c'est là que j'ai rencontré la JOC. Il y avait un groupe. Et puis après, très vite, ils m'ont dit, mais toi, tu occupes une chambre, tu as quand même un salaire maintenant, tu vas prendre ta chambre ailleurs et tu vas fonder une JOC à Metz-Sablon. Ou renforcer la JOC à Metz-Sablon, c'est un quartier de Metz. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai connu la JOC. Et je dirais que, là, bien sûr, on a dit, la JOC s'est fondée par un prêtre belge qui s'appelle Cardaigne, et puis un Français qui s'appelle Guérin. Et donc, j'ai connu les deux. Je dirai tout à l'heure quelques mots sur l'un et sur l'autre. Mais voilà, donc la JOC depuis 1951. J'ai travaillé d'abord dans une librairie comme employé de bureau, vendeur quand il y avait affluence, porteur de colis dans les écoles, etc. Et puis j'ai même suivi, on m'a obligé de suivre une formation de libraire, donc par correspondance pour me perfectionner. Mais ils ne voulaient pas me payer au-delà de ce qu'on appelait à l'époque le SMIC, moins un pourcentage selon l'âge. Quand on n'avait pas 18 ans, donc on déduisait encore un pourcentage. C'est le SMIC, le minimum garanti, pas le minimum de croissance française, comme on l'appelle aujourd'hui. Enfin, ça, c'était en annexe. Après, donc, la JOC m'a appris que, il faut se battre pour avoir des meilleurs salaires, des meilleures autres choses. Et puis un jour, je suis tombé sur une annonce et le garage Renault cherchait un comptable. Comme j'avais suivi des cours du soir, comptabilité à l'École nationale professionnelle, donc voilà, j'étais embauché. Ça a duré 3-4 ans, et puis service militaire de l'époque en France obligatoire, j'ai atterri d'abord à Verdun, 6 semaines de classe à Verdun, là vous voyez, ce matin j'ai déjeuné avec des Allemands qui visitent les cimetières des deux grandes guerres de votre région, enfin de la région d'Arras, et ça me rappelle mes classes à Verdun chaque fois qu'on parle. Parce que les 6 semaines de classe à Verdun, c'était le grapahutage, des visites, des souterrains, etc., pour nous préparer à faire nos services là-bas en Algérie. J'ai donc passé 24 mois en Algérie sur les 30 mois de service. Et puis au retour, comme j'avais toujours quand même suivi des cours de perfectionnement à l'École nationale professionnelle, un de mes anciens profs a dit, écoute, il faut que tu prennes des responsabilités plus importantes, professionnelles. Et j'ai été embauché comme chef comptable tout de suite dans une boîte internationale de graines, de meuneries, de graines, des céréales. À l'époque, la France avait trop de blé. Et alors, on avait trouvé un système
pour réévaluer le prix du quintal. Hein, on l'exportait aux Allemands, Allemagne, même aux pays de l'Est, et ça permettait de rajouter un pourcentage sur le prix du quintal, le passage des frontières. Bon, voilà, je devais m'occuper de ça. J'avais un bon salaire. Et un jour, il y a un gars, on me dit, ben tiens, il y a un permanent national qui débarque, il va te demander quelque chose. Ah bon? Bon, il vient, il me dit, écoute, on m'a dit que tu voulais te caser maintenant dans une bonne vie professionnelle, et ben on a besoin de toi. Il n'y a pas assez de gars libérés, enfin, du service militaire, donc tu vas faire, on te sollicite comme permanent à la Joc nationale. Donc j'étais chargé de la région Est pendant 2 ans. Après il m'a dit, ben, il faut que tu prolonges parce qu'on a besoin d'un trésorier. Et comme tu sais faire, eh ben, tu vas faire 2 années de trésorier. Puis après, il y a eu moi, j'ai jamais vécu le congrès de 57 en chair et en os, mais je l'ai vécu dans le post-congrès où on accueillait les Africains, les délégués internationaux dans nos sections de Metz et de Strasbourg. Donc j'étais un peu chargé de ça. Et puis voilà qu'en 61, il y a eu le grand congrès à Rio. Le premier congrès, je dirais réglementaire, hein, suivant l'application des statuts de 1957. Et donc, là, c'était la première fois que le bureau international, c'était plus Pat Keegan, Cardaigne, et un Allemand et un Français, c'était la volonté d'internationaliser le bureau international. Donc, il n'y avait plus qu'un poste, que deux postes aux Européens et un poste par continent. Et donc, les Français ont perdu leur siège à l'international au niveau du bureau, mais la compensation négociée par mes amis qui étaient présidents et présidentes de l'époque, parce que là les mouvements avaient toujours, c'était gars et filles, et chacun avait ses présidents. Et on m'a dit, ben écoute, il faut que tu sois candidat à l'Europe. Ah bon? Pourquoi je dois être candidat à l'Europe? Ouais, mais parce que tu parles allemand, tu parles français, il faut qu'on organise l'Europe, il faut un secrétariat de coordination, et on t'a mis, on veut que tu te mettes comme candidat. Bon, arrive une commission européenne au mois d'avril, il y avait 3 candidats, un Autrichien qui était un peu en bis-bis avec les Allemands parce qu'ils trouvaient qu'eux aussi ils avaient droit à une place à l'international, et puis il y avait un Espagnol qui lui aussi était le président national, mais qui avait envie de sortir un peu du pays et surtout continuer la révolution à l'extérieur, parce que la Joc espagnole, c'était du temps du dictateur que vous avez, enfin, peut-être entendu parler, un peu connu. Et voilà, donc je me suis retrouvé élu secrétaire européen. Donc on m'a dit, ben, entre-temps je me suis marié. On m'a dit, ben, écoute, tu n'as pas besoin de résider à Bruxelles, c'est même très bien si tu t'installes à Strasbourg, parce que comme ça, tu te rapproches du Conseil de l'Europe, et le Conseil de l'Europe s'occupe du droit social, la Cour européenne des droits de l'homme, le service national jeunesse, le service européen jeunesse, et tu vas participer à la coordination des mouvements de jeunesse européens. Voilà, c'est comme ça que j'ai atterri à l'Europe. 65, nouvelle réflexion, grand congrès mondial à Bangkok, et là aussi, ce bureau s'est restreint par continent, donc il fallait trouver l'Européen qui reste au bureau, ou qui fait le service au bureau international, et je me suis donc retrouvé à Bruxelles comme trésorier. Jens Rupasinghe, Sri Lankais, un prédécesseur de Gaetani, est devenu président, une vice-présidente du Chili, Sonia Bravo, moi-même trésorier, j'oublie personne, ici un Africain, François Cédalo, comme secrétaire adjoint. Nous étions donc les 5,
qui, je dirais, hebdomadairement, 2-3 fois par semaine, on se retrouvait avec Cardaigne, qui était encore aumônier général, jusqu'à Bangkok. Donc j'ai un peu fait l'intermédiaire d'ailleurs entre les deux équipes internationales. Et c'est là que j'ai bien sûr vécu pratiquement quotidiennement, enfin pas quotidiennement, mais en tout cas très très régulièrement avec Cardaigne. Et là, alors là, Cardaigne avait des relations, il participait au bureau, il écoutait, et il n'intervenait jamais dans les débats des laïcs. Et ça, je dois dire, c'était quelque chose chez lui qui était inné. Je respecte jusqu'au bout les débats des laïcs. Si j'ai quelque chose à dire, je le ferai sous forme de remarques, qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas, mais ce n'est pas à moi de diriger le mouvement. Et c'est là, alors, chaque dirigeant avait la possibilité de... il souhaitait avoir des échanges directs une fois par mois au moins. Et alors, on était invité à sa messe le matin, partager son petit déjeuner, et après, on s'asseyait dans son bureau, et on parlait. Comment va le mouvement? Tu étais en Afrique? Tu étais où en Europe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce qui a progressé? Est-ce que le mouvement se développe? Etc. Et on a parlé alors de multiples choses. Et j'ai bien aimé retrouver ces idées. Le libéralisme, l'exploitation coloniale. Il n'y avait pas que les Français, ils parlaient souvent du Congo. Hein. Absolument. Donc, voilà, libéralisme, oui, alors, libéralisme naissant. Le monde d'un petit village, comme l'avait inventé le président Roméo de la première génération. Ça aussi, il aimait démontrer comment le monde était un petit village. C'est-à-dire, il faut finir avec les Français, les Belges, les Wallons, les Flamands, les Luxembourgeois. Il y a l'humanité. Et ça, il nous le rappelait tout le temps. Alors, voilà donc, je dirais, mes rapports quotidiens. Alors, oui, déjà pendant l'Europe, j'ai vécu quelques grands événements avec lui. Je me rappelle toujours, en 62, j'ai commencé en avril, ma tâche européenne, et on me dit, il faut que tu ailles au grand congrès de la JOC espagnole qui est interdit. Donc, oui, c'était interdit. Vous ne pouvez pas faire un congrès public à cette période. Donc, il fallait que j'aille clandestinement dans un séminaire à Murcia, et devant... Ils ont fait leur congrès à l'intérieur du séminaire, protégé par l'évêque du coin. C'était la seule condition pour faire une réunion publique, une réunion nationale pour discuter du développement de la JOC en Espagne. En même temps, d'ailleurs, il y avait un conflit, un gros débat, et là, Cardaigne n'est pas intervenu tout de suite, il attendait d'avoir fait un passage par Rome, parce que l'aumônier national, qui soutenait certaines idées de la JOC espagnole, qui demandait à l'Église d'être plus forte dans ses positions antidictatoriales, antisociales, etc. Et l'aumônier national d'Espagne a été interdit de messe pendant un certain temps, jusqu'à que Cardaigne avait passé par Rome et est arrivé à lever cette interdiction. D'ailleurs, je dirais, cet aumônier a bien évolué, puisqu'il est devenu ensuite premier président du Conseil des laïcs, et pas le Conseil pour les laïcs. Je dirai un mot tout à l'heure là-dessus, parce que ça, c'était très important pour Cardaigne. Donc, après le Concile, Rome a créé cette nouvelle institution qui s'appelle le Conseil pour les laïcs. Et je l'ai quelque part. Vous le connaissez tous, ou certains le connaissent. C'était le laïc en première ligne qu'il a écrit
que Cardaigne a écrit, enfin c'était déjà écrit, mais disons ça a été mis en livre. Il a composé le livre de telle manière à ce que ça ait un impact autour du concile, et notamment la promotion des laïcs dans l'Église, etc., qui était une de ces grandes idées fortes qui nous racontait, enfin qui nous mobilisait tout le temps, en disant, parlez, si vous allez dans une session de prêtres, il faut leur dire qu'il n'y a pas que les prêtres, les laïcs doivent avoir des rôles dans l'Église. Alors, il y a quelques passages, j'ai relu hier soir, parce que j'ai retrouvé le bouquin chez Stéphane, c'est toujours d'actualité. Hein. Alors, je vais quand même tout de suite parler de ma position par rapport à ce Conseil des laïcs. Le Conseil des laïcs a été créé donc tout de suite après le concile ou fin de concile, avec la nomination de beaucoup de laïcs issus de l'Action catholique, les différentes branches de l'Action catholique. Puis voilà que 4-5 ans après, eh bien, les laïcs, ils ont diminué. Ils ont dit, bon, on n'a rien à dire là-dedans. Enfin, j'en connais quelques-uns qui sont partis en disant, c'est plus la peine que j'aille rendre, chaque fois que j'interviens, de toute façon, on ne s'est même pas mis dans le rapport. Enfin, c'est ça. Puis très vite, ce Conseil des laïcs est devenu l'organe, le Conseil pour les laïcs, en tout cas pour les laïcs. Ça a changé complètement. Et d'ailleurs, Rienzi, qui était notre président de mon époque, qui était un des laïcs secrétaire adjoint, parce que le secrétaire général même du Conseil des laïcs, c'était quand même un prêtre. Et puis bon, alors, Rienzi a tenu 2 ans, puis après il a dit, bon, on retourne, enfin, sa femme était la secrétaire générale, qui se sont mariés, ils sont retirés en Australie. Et il a quitté aussi le Conseil des laïcs. Enfin, ceci pour vous dire que j'ai toujours pas digéré ce changement